Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. On fait très souvent la corrélation entre troubles digestifs, troubles intestinaux et microbiote. Ouais. On se dit, si j'ai des troubles comme ça, j'ai des symptômes au niveau intestinal, c'est que mon microbiote... Les symptômes, c'est quoi? Inflammation, ballonnement, acidité, gaz, transit perturbé, okay. Diarrhée, constipation, alternance des deux, douleur, okay. Surtout ballonnement, gaz. Okay. Et après, il peut y avoir des symptômes extradigestifs qui peuvent quand même nous faire penser que ça dysfonctionne au niveau du microbiote. Merci, bienvenue. C'est une page santé, santé bien-être évidemment, que nous allons aborder aujourd'hui. J'aurais préféré que ce soit le professeur Henri Joyeux qui parle de ces sujets, ou éventuellement Sandra, qui a l'habitude de nous proposer des émissions sur justement les thématiques de bien-être au travers de la santé, puisqu'elle est elle-même nutritionniste. Mais là, voilà, on va s'y coller et je vais évidemment tenter de poser les questions que tout le monde peut se poser, notamment sur une thématique qui est le microbiote et toutes les idées reçues que génère ce thème. Avec mon invité qui s'appelle Nadia Rassamoueli. Je l'ai bien dit? C'est ça. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour Marc. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Les secrets du microbiote. D'abord, quand on évoque ce thème, microbiote, le premier mot qui vient, c'est microbe. Oui. Et microbe, c'est... Ça fait peur. Il faut surtout pas. C'est ça. Mon Dieu, un microbe. Ça aussi, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue. Voilà. Et on va parler effectivement de ce qu'est réellement le microbiote et de ce que sont réellement ces microbes qu'on connaît mal finalement. Et c'est pour ça qu'on en a peur. Et d'abord ces microbes qui sont nécessaires. Qui sont nécessaires à la vie, à notre vie et à notre santé. Pourquoi est-ce qu'à votre avis on a justement, c'est par manque de connaissances qu'on a ces a priori sur ces microbes qui sont nécessaires à notre équilibre? C'est par manque de connaissances, oui, tout à fait. C'est comme, il y a des spécialistes qui étudient l'univers et on n'est pas forcément au courant de toutes les planètes, de tout ce qui se passe en fait dans l'univers. Et le microbiote, c'est pareil, c'est un univers invisible et microscopique, mais où il se passe beaucoup de choses et surtout qui a un impact très très important et trop méconnu. Ouais. Sur la santé, en fait, sur la santé et le bien-être. Bon, on va voir comment vous êtes tombé dedans, oui. Pour quelles raisons. Et on dit souvent que le microbiote, et notamment le microbiote intestinal, est considéré comme un organe à part entière. Tout à fait. C'est considéré comme un organe à part entière parce que, comme tout autre organe de l'organisme, il assure non pas une fonction, mais plusieurs fonctions au sein de l'organisme. On connaît l'immunité, par exemple, sa fonction sur le système immunitaire, sa fonction sur le système digestif, mais il y a beaucoup plus d'impact, c'est beaucoup plus large que ça. Et puis en plus, le microbiote intestinal, c'est des millions et des millions de bactéries, des milliards de bactéries, et des kilos aussi de bactéries. De bactéries, ouais. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est ça. Déjà, première idée. S'il n'y en avait pas, ça serait plus... Ça serait problématique. Problématique. Ça veut dire que on connaît des cas de personnes qui n'en ont pas? C'est pas possible. Alors, il n'y a pas de cas de personnes qui n'en ont pas. Par contre, dans la recherche, on utilise des souris qu'on appelle des souris axéniques qui ne possèdent pas de microbiote. Et justement, on fait le comparatif par rapport à certaines maladies sur le comportement en fait de l'organisme de la souris qui n'a pas de microbiote par rapport à une souris qui va avoir un microbiote et des pathologies par exemple. Et on va s'apercevoir que telle souris qui n'a pas le microbiote n'aura pas telle maladie. Okay. Donc ça induit que le microbiote il a bien un rôle dans la genèse ou le développement ou le maintien de certaines pathologies. Alors, ça a été une journée exceptionnelle, très libératrice. C'était vraiment un vrai saut quantique.
Vous êtes experte en la matière et vous allez évidemment pouvoir vous procurer l'un des ouvrages de Nadia qui est ici. Et si c'était une candidose. Alors la candidose, ça aussi, il faut nous donner la définition parce qu'en cherchant et en préparant l'émission, c'est le mot qui revient systématiquement quand on parle de microbiote. Tout à fait. Qu'est-ce que la candidose ? Alors, la candidose, alors déjà, le microbiote. C'est un ensemble de bactéries. Et quand on va étudier l'état d'un microbiote, on va s'intéresser à est-ce que son état est équilibré, soi-disant enrichi, enfin en tout cas d'une belle diversité, d'une bonne diversité et d'une bonne quantité de bactéries, pour qu'ils assurent, ces bactéries, elles puissent assurer leur rôle au niveau métabolique, au niveau de l'organisme. Et puis, on définit la notion de dysbiose. La dysbiose, c'est justement quand ce microbiote va être déséquilibré. Soit parce qu'il va manquer justement de diversité, on va pas avoir assez d'espèces représentées dans ce microbiote, ou alors c'est qu'en quantité, on va avoir pas assez de bonnes bactéries, puisqu'on va voir qu'il y a des bonnes bactéries, et quand même, les gens connaissent peut-être plus justement les mauvaises bactéries, mais on a aussi des bonnes bactéries. Et dans cette dysbiose-là, on a aussi des dysbioses que j'appelle des dysbioses d'excès, de prolifération. Et on va avoir des proliférations bactériennes. Mais le microbiote, c'est pas que des bactéries finalement, c'est des micro-organismes dont les bactéries, mais on a aussi des champignons, des virus, des archées. Et la candidose, c'est une dysbiose de prolifération, mais de prolifération de champignons. C'est des mycoses en fait. Voilà. Donc on connaît les mycoses puisque on connaît les mycoses cutanées, les mycoses buccales, etc. Mais la candidose, c'est une prolifération un peu plus globale au niveau intestinal, au niveau digestif ou au niveau des muqueuses. Autre idée aussi, quand on parle du microbiote, et d'ailleurs on le voit sur le visuel qu'on a choisi, je ne sais pas d'ailleurs si c'est suffisamment explicite, mais on situe toujours les choses ici, quand on parle de microbiote. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, quand on parle de microbiote, quand on associe justement le microbiote à des pathologies ou dans les études, quand on parle de microbiote ou de microbiome aussi, en anglais on va plus souvent utiliser le terme de microbiome. On va y intégrer en fait toute la partie fonctionnelle en fait du microbiote. On parle du microbiote intestinal parce que c'est le microbiote le plus important en fait en termes de fonction dans l'organisme et puis en termes de quantité aussi de bactéries. Mais effectivement, on peut identifier d'autres microbiotes qui vont se rattacher à ce microbiote principal puisque c'est le plus important. Donc microbiote intestinal, on va simplifier à microbiote, mais en fait, on a plusieurs microbiotes dans l'organisme. On a un microbiote cutané, on a un microbiote buccal, un microbiote vaginal, un microbiote pulmonaire. Voilà, mais ils sont en quantité et en diversité beaucoup moins importantes que le microbiote intestinal, et c'est surtout le microbiote intestinal qui va impacter en fait les autres microbiotes. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des bons microbes et des mauvais microbes évidemment. Si c'est un bon microbe, pourquoi est-ce qu'on l'appelle microbe ? Alors, c'est vrai que la notion de microbe, notamment avec Pasteur, c'est un microbe, c'est un élément, c'est un organisme qui doit être éliminé, éradiqué. Et oui. Si on parle de bactéries, donc de famille de bactéries, on va s'apercevoir que c'est comme dans la nature. Il y a des animaux qui sont assez féroces et qui sont tueurs, qui sont assez prédateurs, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas leur place dans cet écosystème. Et donc, les bactéries, c'est pareil. On a tout un tas de bactéries. Certaines, on va dire qu'elles sont mauvaises, entre guillemets, parce que finalement, elles vont entraîner chez l'homme des pathologies, des maladies. Je vais citer, par exemple, ça parlera aux gens, mais l'Escherichia coli, par exemple, Shigella, on en parlait, la salmonellose, c'est la salmonelle. Donc effectivement, c'est des bactéries ou le streptocoque doré, staphylocoque doré. Donc ça, effectivement, c'est des bactéries qui peuvent engendrer des maladies chez les gens, et des maladies graves. Bien sûr. Ils peuvent aller jusqu'à la septicémie et la mort. Oui, bien sûr. Et des amputations. Et des amputations. Mais dans la nature, ces bactéries, elles existent en fait. Elles ont toujours existé. Et puis d'un autre côté, effectivement, on a des bactéries qu'on va qualifier de bonnes bactéries parce que finalement, dans l'organisme, on a identifié, alors ça fait des décennies qu'on étudie le microbiote intestinal et qu'on a identifié et répertorié déjà un certain nombre de bactéries. Et on a identifié que certaines bactéries, justement, jouent un rôle dans l'immunité, dans la digestion,
contre l'inflammation et qu'on appelle donc des bonnes bactéries ou des probiotiques en fait. Voilà. Les fameux probiotiques. Les fameux probiotiques. On en entend. Alors quand vous allez dans des rayons de parapharmacie, oui. Il y en a à foison, il y a des étalages de tous les côtés, on ne sait pas très bien et on dit souvent pensez bien à lire les étiquettes, mais personne ne lit une étiquette de probiotiques. Et puis même si on lit les étiquettes, c'est des noms un petit peu barbares. Complètement. Et donc on ne sait pas ce que ça veut dire, à quoi elle sert. Ouais. Alors bon, les pharmaciens sont un petit peu formés quand même parce que c'est des souches, surtout les souches qu'on va trouver en pharmacie, c'est des souches qui normalement ont été étudiées et donc qui bénéficient de plusieurs centaines, voire milliers d'études. Donc et sur ces études, on a identifié que telle souche spécifique a aidé dans le syndrome de l'intestin irritable, dans les diarrhées du voyageur, dans les diarrhées post-antibiotiques, etc. Donc les pharmaciens sont au courant en général de pourquoi telle ou telle souche aurait un rôle sur la santé, quoi. Alors quand on parle des probiotiques aussi, l'autre réflexe automatique que l'on peut avoir, c'est probiotique. Le microbiote égale alimentation. C'est toujours ce raccourci-là. Il est vrai dans tout. L'alimentation va jouer un rôle important sur l'état du microbiote en fait. Voilà, ce qu'on va manger, comment on va manger, va déterminer la qualité en fait de notre microbiote. Notre microbiote, il peut évoluer. On va voir qu'on peut le modifier en fait, dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc le mauvais sens, ça serait perte de diversité. Donc pas assez justement de ces probiotiques, et puis peut-être augmentation de ces bactéries qui seraient pathogènes. Donc il y aurait une alimentation qui entraînerait cet état-là, alors qu'il y aurait une alimentation qui permettrait justement d'augmenter la richesse et la diversité du microbiote. Je vous vois venir. Manger des légumes. Oui. Crus. Manger beaucoup de crus. Le plus possible, oui. Voilà, évidemment. On arrête le sucre. On arrête le lait. Éventuellement. Quoique, le lactose, qui est un sucre, donc fermentescible, qui peut être métabolisé par certaines bactéries. Bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire encore? Bon, évidemment, éviter trop de viande, trop de graisse saturée. C'est ça, en fait, la base. C'est ça. Voilà. C'est la base. Ça n'est qu'une alimentation de bon sens, comme on dit. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait les choses, c'est bien de faire en conscience et de savoir pourquoi on les fait. Et quand on sait que, par exemple, dans des fruits et légumes les plus colorés possibles, que je vais diversifier, je vais trouver beaucoup de polyphénols, donc des substances antioxydantes, mais qui ont aussi un rôle bifidogène, qui augmentent mes bifidobactéries. Donc là, quand je vais manger mes myrtilles ou mes mûres, par exemple, je vais me dire là, je suis en train de nourrir mes bifidos. Ou je suis en train de nourrir mes lactobacilles. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. Et de se dire que si je mange trop de viande grasse ou des graisses saturées, potentiellement, je vais augmenter des familles de bactéries qu'on appelle des protéobactéries, qui elles, potentiellement, pourraient avoir un lien, par exemple, avec le cancer colorectal. Alors aujourd'hui, moi je suis allé rechercher évidemment les différentes informations qu'il peut y avoir sur le microbiote. Quels sont les rôles principaux du microbiote dans notre organisme? Est-ce qu'il est là pour réguler les choses? Il a un rôle de modulation, effectivement. Ses rôles principaux, c'est vraiment 70% à 80% des cellules de l'immunité se situent au niveau de notre microbiote intestinal. Donc il a ce rôle connu au niveau de l'immunité. Mais il a aussi un rôle, il va avoir des rôles indirects, par exemple par rapport à l'inflammation, au travers de cette barrière intestinale, donc qui est aussi protégée par le microbiote. Donc si on a un bon microbiote qui joue un rôle quelque part anti-inflammatoire, on a des bonnes bactéries qui produisent en fait des substances anti-inflammatoires et protectrices de cette barrière intestinale, eh bien on va se prémunir le plus possible d'inflammation ou de neuroinflammation. Là, c'est une voie possible justement de troubles au niveau neuropsychiatrique. Et puis il y a le rôle sur la digestion. Évidemment, et ça on va parler de la digestion, très important, c'est l'acidité, toutes ces choses-là qui reviennent régulièrement. Comment savoir? Une simple prise de sang permet de savoir si on a un bon microbiote ou pas? Non. Alors, l'analyse du microbiote, c'est une technique qui se fait depuis, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais des dizaines et des dizaines d'années, dans le domaine de la recherche.
C'est un outil, il y a plusieurs outils qui ont été utilisés. Là, on est sur de l'analyse ADN des bactéries. On cherche vraiment la signature unique d'une bactérie au travers de son ADN. Donc, c'est les outils qu'on utilise, nous, pour analyser un microbiote, sachant que, pour l'instant, ces analyses-là, elles sont pas reconnues par le milieu médical, puisque c'est utilisé par la recherche principalement, mais on a la chance, en tant que grand public, que certains laboratoires, alors il y en a plusieurs dans le monde, même en France il y en a plusieurs, utilisent cette machine, ont accès à cette machine et nous permettent de pouvoir avoir accès, en tant que grand public, justement à ces analyses du microbiote. Donc c'est une analyse fécale. C'est une analyse de selles, en fait. Ok, d'accord. C'est comme on étudie le microbiote intestinal. Ah oui. Et c'est surtout le microbiote du côlon en vrai qui va représenter cette. C'est pour ça que quand on vous demande de faire un test colorectal quand vous avez plus de 50 ans et qu'on vous dit monsieur voilà il faut faire ce petit test là pour voir si effectivement il y a un dysfonctionnement du microbiote. Alors pas du microbiote en fait au niveau donc ça c'est des analyses médicales donc qui sont utilisées par le milieu médical pour le cancer colorectal. Alors voilà la coloscopie on va aller regarder l'état de la muqueuse. Et on va voir si on voit de l'inflammation, on voit des choses anormales ou voilà sur la muqueuse du côlon, mais ça ne permet pas de voir. Non, mais quand vous faites, vous savez, tous les 5 ans, je crois, quand vous passez 50 ans, voilà. Non, c'est pas une coloscopie. Ah, l'analyse de selles. L'analyse des selles qui permet effectivement de dire s'il n'y a pas du sang. Si voilà, tout à fait. Pour vérifier. Alors c'est encore différent. Voilà. Il y a différents types d'analyse de selles. Cette analyse de selles-là, elle n'est pas encore utilisée dans le domaine médical, mais elle est utilisée dans le domaine de la recherche et c'est comme ça qu'on arrive à faire des corrélations entre, on va prendre des populations de gens qui ont telle pathologie. En face, on va prendre des populations saines qui n'ont pas la pathologie et on va analyser grâce à cet outil-là leur microbiote et on va comparer. Et quelle est la différence? Est-ce qu'il y a des patterns, comme on dit en anglais, des schémas des proportions qui se retrouvent plus dans les microbiotes des personnes malades par rapport aux microbiotes des personnes saines. Mais cette analyse de selles, elle est différente. C'est vraiment une analyse où on analyse l'ADN, on amplifie, on analyse l'ADN. C'est vraiment très technique. Alors que l'analyse de selles qu'on va faire médicale, et on a une analyse microbiologique aussi. On va chercher un niveau un peu plus grossier. Des bactéries, par exemple, les Escherichia coli ou des parasites, mais on va pas forcément voir tout le reste parce que c'est très petit, c'est vraiment un monde invisible. Mais alors, d'après ce que vous nous dites, ça veut dire que il faut attendre d'avoir une problématique pour se rendre compte que son microbiote dysfonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, personne n'est capable de dire s'il a un bon ou un mauvais microbiote. Non. Sauf s'il souffre. Exactement. Voilà. En vérité. Donc ça fait très longtemps qu'on étudie les microbiotes et on a la chance d'avoir ces outils qui nous permettent de faire justement ces corrélations entre maladies et puis toutes cette centaine d'espèces de microbiotes qu'on a déjà identifiées. Mais comme je disais, l'univers du microbiote, c'est comme l'univers de l'espace. Et oui, bien sûr, c'est infini. C'est infini. Évidemment. Donc en fait, dans l'état des connaissances actuelles, on a identifié, 170 espèces, je dis n'importe quoi, mais il y a encore peut-être d'autres bactéries qu'on va découvrir en fait. Donc finalement, là, on arrive à faire des corrélations actuellement, mais ça ne veut pas dire qu'on sait exactement qu'est-ce qu'un microbiote parfait ou sain. Alors quand, par exemple, vous parliez de la digestion, le système qui permet d'avoir une digestion correcte. Ça veut dire que si ma digestion n'est pas correcte, ça veut dire automatiquement que mon microbiote a un problème? Alors, c'est plutôt une relation de cause à effet. C'est-à-dire que je peux avoir un système digestif qui n'est pas optimisé. Le système digestif, c'est de la bouche à l'anus et il y a plusieurs étapes. C'est pour décomposer de l'aliment, pour de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, pour que quand il arrive au niveau de l'intestin grêle, ça soit assimilé et que ça nourrisse ensuite le reste de l'organisme. Et dans cette chaîne digestive, j'ai la bouche, j'ai l'estomac, j'ai le foie et la vésicule biliaire, j'ai le pancréas, et puis après, j'ai les intestins. Mais si une de mes étapes en amont de l'intestin est dysfonctionnelle, par exemple, je manque d'acidité gastrique ou j'ai pas une bonne mastication, et donc finalement, mes aliments vont pas être correctement décomposés,
qui va récupérer en fait les conséquences de cette mauvaise décomposition en amont? C'est les intestins. Et là, ça peut perturber effectivement l'état du microbiote en fait, à partir dans l'intestin. Donc il y a pas un lien direct à faire avec le microbiote pour le coup. Pas forcément dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Mais par contre, l'hygiène de vie, l'alimentation, ce que je vais manger, comme on a vu, qu'est-ce que va impacter l'état de mon microbiote. Est-ce que je prends beaucoup de médicaments, beaucoup d'antibiotiques parce que mon immunité. Et puis là, c'est le cercle vicieux en fait. J'ai une immunité qui est basse, je vais prendre des antibiotiques. Ça va m'abaisser encore plus ma diversité et m'abaisser encore plus mon immunité. Et puis là, je tourne en rond. Et, oui. Et donc, à un moment donné, je vais me retrouver avec un microbiote déséquilibré. Et à ce moment-là, c'est là que, et en fonction de la génétique aussi, si je suis prédisposée pour certaines maladies, on va très certainement le voir, c'est là que je peux développer des maladies parce que mon microbiote, à un moment donné, est trop déséquilibré et qu'il assure plus certaines fonctions. Comment peut-on être comme vous, une experte en France, sur justement les troubles digestifs, sur la lecture et l'interprétation des analyses évidemment, et puis sur le microbiote, sachant que vous ne pouvez pas, lorsque vous recevez quelqu'un en cabinet par exemple, lui affirmer qu'il y a un dérèglement de son microbiote, voilà, comme ça, soit sur une prise de sang, soit sur une analyse autre. On ne peut pas l'affirmer, ça. Vous ne pouvez pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer, mais on suppose. Au vu des connaissances que l'on a maintenant sur les corrélations et les liens qu'on fait entre microbiote et certaines pathologies, je vais vous donner un exemple. Ça serait bien, je vais vous donner un exemple. J'ai reçu en consultation, je reçois souvent de ce genre de cas, un cas chronique, vraiment désespéré, errance médicale. Il a consulté tout un tas de spécialistes, dermatologues, allergologues, gastro-entérologues. Il a fini chez un éminent professeur hématologue. Au bout de combien d'années, puisque les errances médicales, c'est on recherche, on va voir des internistes, etc. Et puis, et en fait, ce professeur en hématologie lui a dit clairement, votre problème, c'est un problème de microbiote, mais je suis complètement incompétent en la matière. Et puis, n'importe quel spécialiste médical n'a pas les compétences, puisque ça fait pas encore partie. Je dis encore, parce que c'est obligé qu'ils y viennent. C'est sûr qu'ils vont y venir, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc, c'est comme ça que cette personne-là s'est retrouvée chez moi, en fait, parce que son hématologue a reconnu, parce que c'est quelqu'un qui, c'est un professeur, donc il se tient au courant quand même de ce qui se passe au niveau de la recherche. Et il a bien, identifié que c'est pas cette pathologie-là, venait de son microbiote déséquilibré. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, vous ? Eh bien, première chose à faire, effectivement, moi j'ai envie de savoir dans quel état est son microbiote. Et surtout la personne a envie de savoir dans quel état est son microbiote. Pour que ça génère tout un tas de troubles et de pathologies chez lui. Ouais. Et donc, on a donc ces laboratoires. Alors, c'est certains laboratoires. Moi, je travaille pas avec n'importe quel laboratoire parce que j'ai besoin d'avoir des données assez brutes pour pouvoir faire mon interprétation et dire, là, vous avez, je sais pas moi, 40% de protéobactéries. On est censé, en tout cas, aller dans l'état actuel de la recherche. On sait qu'il ne faudrait pas avoir plus de 15-20% de protéobactéries, sinon c'est très inflammatoire. Et donc c'est ça qu'on va chercher en fait. C'est par rapport à l'état actuel des connaissances. On sait qu'il faut plus ou moins tant de pourcentage de l'ensemble du microbiote de telles bonnes bactéries ou moins pour telle bactérie potentiellement inflammatoire. Et c'est ça qu'on va rechercher en faisant l'analyse du microbiote. C'est à tâtons quand même. C'est à tâtons. Parce qu'en fait, finalement, comme le disait l'hématologue, on n'a pas d'autres outils à vous proposer. Incroyable, en fait. Ça. On peut rien pour vous, monsieur. Votre problème, c'est un problème de microbiote. Alors, si vous deviez donner, par exemple, 3 ou 4 ou 5, je sais pas, ce que vous pouvez, symptômes, signes qui pourraient effectivement nous guider sur le fait qu'on a un dérèglement de notre système et de notre microbiote. Alors, très souvent, on fait la corrélation, et c'est pour ça que je suis pas mal, je suis spécialisée aussi sur les troubles digestifs. Bien sûr. On fait très souvent la corrélation entre troubles digestifs, troubles intestinaux et microbiote. Ouais. On se dit, si j'ai des troubles comme ça, j'ai des symptômes au niveau intestinal, c'est que mon microbiote... Les symptômes, c'est quoi ? Inflammation, ballonnement, acidité, gaz, transit perturbé, diarrhée, constipation, alternance des deux, douleur... surtout ballonnement, gaz. Okay. Et après, il peut y avoir des symptômes extra-digestifs
qui peuvent quand même nous faire penser que ça dysfonctionne au niveau du microbiote. Donc ça, lorsqu'on arrive avec ces informations-là, vous avez déjà... on a une idée. On a une idée, Okay. mais c'est des hypothèses. Seconde étape. Ça reste des hypothèses. Qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là ? Donc, seconde étape, je pose mes hypothèses en fonction de l'anamnèse de la personne. Hein, et puis, c'est aussi un microbiote, ça se dérègle pas comme ça, du jour au lendemain. Pas vraiment, mais ça peut. Sur des chocs émotionnels, ça peut vraiment, je dis, un choc émotionnel, ça peut être aussi puissant en termes de déséquilibre sur un microbiote qu'une cure d'antibiothérapie d'1 mois, en fait, hein, d'un antibio à spectre large. Donc, en fait, mais sinon, normalement, chez n'importe qui, sans choc émotionnel, un microbiote, ça peut mettre des années et des années à se déséquilibrer au point que ça devienne symptomatique, en fait. Hein. C'est ça. Donc, j'étudie l'histoire de la personne. Est-ce qu'elle est née par césarienne? Ça, il y a des études qui prouvent qu'effectivement, il y a plus de risques pour des enfants qui sont nés par césarienne et prématurés de développer, par exemple, des allergies, des maladies chroniques comme des allergies. Est-ce qu'ils ont été allaités? Est-ce qu'il y a eu on appelle ça les 1000 jours, en fait. Donc, la petite enfance. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'antibiothérapie? Voilà, quelle a été l'évolution, en fait, les impacts possibles sur le microbiote? Parce que ça peut impacter la vie adulte, en fait, de la personne. Donc, vous avez dressé ça? Donc, on pose toutes ces hypothèses. Okay. Voilà. Par rapport à vos symptômes-là, et puis tout ce que vous m'avez raconté de votre histoire, très certainement qu'il s'est passé ça, qu'il a dû se passer ça sur votre microbiote, qui a causé ça sur vos intestins, et impacté, je sais pas, votre foie ou de la neuroinflammation, donc un impact sur la barrière hémato-encéphalique, par exemple. Et donc, et par rapport à son alimentation, si vous mangez beaucoup de viande grasse, il y a très certainement peut-être un développement des protéobactéries qui aiment se nourrir justement de cette catégorie d'aliments-là. On va vérifier. Est-ce que c'est ça Et vous vérifiez par l'analyse du microbiote. Par l'analyse du microbiote. Voilà. Et on voit si ça corrèle. Mais très souvent, sur des symptômes, rien que sur la base des symptômes et de certaines analyses qu'on fait, par exemple pour le SIBO. Le SIBO, c'est comme la candidose, mais sur des bactéries. Et c'est localisé au niveau de l'intestin grêle. Donc, il y a un test respiratoire qui nous permet de voir s'il y a ce SIBO, ce déséquilibre. Et puis, chez certaines personnes, en fonction de leurs symptômes, des résultats de ce test-là, je peux faire une hypothèse et une corrélation indirecte. Et souvent, je leur dis, là, il y a de très fortes chances que vous ayez un excès de bactéries qui produisent du sulfure d'hydrogène, qui est un gaz très inflammatoire et qui va causer beaucoup de dégâts, en fait. Et donc, il y a certaines bactéries comme ça. Mais je crois que plus de 9 fois sur 10, vraiment, je me souviens pas d'une fois où ça s'était pas avéré, quand on a fait l'analyse de microbiote, ça s'était confirmé, en fait, qu'il y avait une protéobactérie. Il y a un professeur qu'on reçoit ici, souvent, c'est le professeur Humbert, qui est je crois qu'il est, à la base, il est dermato, mais il expliquait que c'est très important de garder l'intégralité de son parcours médical avec l'intégralité des résultats, des analyses, même celles qu'on considère comme une simple prise de sang, etc., etc. Ou anodine, ou que le médecin avait dit non, c'est pas trop grave. Mais tout ça, c'est des éléments essentiels pour vous. Complètement, parce que souvent, comme je suis spécialisée sur les troubles digestifs, je regarde aussi beaucoup des comptes rendus d'analyses qui ont déjà été faites. Et souvent, donc, je me base sur les symptômes à la base pour poser mes hypothèses. Et ensuite, j'ai besoin le plus possible d'éléments qui connaître l'histoire, qui confirment en fait ces hypothèses. Bien sûr. Et puis souvent, la personne toujours ballonnée, de la lourdeur digestive, etc. Et elle me dit mais il y a 3-4 ans, j'ai déjà fait une fibroscopie. Donc on va aller regarder la muqueuse de l'estomac donc par la bouche. Et puis moi je dis regardez dans votre analyse s'il n'y a pas le mot gastrite, parce que là j'ai vraiment l'impression que depuis toutes ces années il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre estomac. Et en fait, souvent, la personne, effectivement, elle va retrouver sa biopsie, alors que elle s'était pas du tout inquiétée de ça parce que le médecin avait sous-estimé, en fait. Et donc, en fait, elle me dit, oui, vous avez raison, il y avait marqué légère gastrite ou gastrite chronique. Mais ça n'intéresse pas les médecins parce qu'il n'y a pas de médicaments, ça se traite pas. Donc, ça les intéresse pas. Et donc, pour eux, c'est pas une grave maladie. Eux, ils vont chercher un cancer quand ils font ce genre d'analyse. Et en fait, je dis, mais cherchez pas. Déjà, à la base, il y avait déjà quelque chose. Tout ce qui se finit en it, c'est de l'inflammation, en fait. Évidemment. Donc, déjà, à la base, là, vous aviez déjà ce problème-là. Donc là, ça nous confirme un petit peu l'hypothèse.
Et puis, et ensuite, on va pouvoir travailler dessus. En fait. Mais ce qui est déjà très important sur ce que vous venez de dire, c'est à quel point, dès la naissance, jusqu'à la problématique que l'on rencontre quand on prend contact avec vous, tout rentre en ligne de compte. Oui. De votre naissance jusqu'au jour J où on se retrouve dans votre cabinet. Et j'ai envie de dire, même avant la naissance in utero, sur l'état du microbiote de la maman, puisqu'en fait, on hérite des microbiotes, en fait. Que de la maman ? Alors, génétiquement, on peut avoir des prédispositions, en fonction aussi du père. Voilà. Et puis après, la mère hérite de sa mère, qui elle hérite de sa mère, etc., etc. Donc il y a du transgénérationnel. Il y a du transgénérationnel. Oui, il y a du transgénérationnel. Et puis, j'aime bien dire, au niveau émotionnel, ça impacte le microbiote. Il y a un axe, on parle souvent de l'axe intestin-cerveau, mais en fait, cet axe, il est bidirectionnel. C'est pas que dans un sens. On dit souvent, les neurotransmetteurs, et puis dans le sens... mais en fait, c'est dans les deux sens. Mais on dit souvent que c'est le deuxième cerveau. C'est le deuxième cerveau. Ouais. Mais voire même le premier pour certains. Tout à fait. Mais si au niveau émotionnel, il y a des triggers. J'ai beaucoup de mots en anglais, je suis désolée. Des déclencheurs qui vont générer du stress physiologiquement. Ouais. Le stress, c'est pareil. Le corps va réagir de la même manière si c'est du stress physique ou du stress émotionnel. Ça va impacter à cause de ce lien bidirectionnel, le microbiote qui peut être déséquilibré parce que j'ai un stress émotionnel. Et au niveau transgénérationnel, on a vu que ça pouvait sauter, en fait. Une grand-mère, on avait vu ce cas de la grand-mère qui avait vécu un traumatisme de la guerre, je pense. Et puis, quand on a regardé, c'était marqué dans ses gènes. Et en fait, ça n'avait pas impacté les gènes de la mère, mais ça avait sauté la génération et ça avait impacté les gènes de la petite fille, qui, du coup, avait un stress post-traumatique alors qu'elle n'avait pas vécu, mais c'était... engrammé. Et donc, son corps réagissait. Mais je suis quand même assez stupéfait quand vous nous dites qu'effectivement... le test, visiblement, il n'est pas systématique. Un test de microbiote, ça devrait, et ça le sera. À un certain âge, ça devrait être obligatoire, en se disant, vous arrivez à tel âge, boum, comme on le fait effectivement pour les autres problématiques. C'est ça. Mais pour l'instant, je pense que, parce que ça fait quand même, c'est pas récent, ça fait quand même des années qu'on utilise ce test-là, et que nous, il est à dispo pour le grand public depuis au moins 10 ans. Et donc, je pense que, très certainement que comme on n'a pas d'outils médicaux, en fait, ça intéresse le milieu médical quand on peut donner un médicament qu'on peut traiter. C'est ça. Mais là, nous, on a des outils en naturel, et qui sont aussi basés sur des études scientifiques. Mais c'est du naturel. On va considérer les probiotiques comme du naturel, même si c'est produit par des labos pharmaceutiques. Comment se prémunir de ça ? Comment prévenir au lieu de se prendre le mur, encore une fois, et de faire un bilan qui consiste à dire vous avez un gros dérèglement de votre microbiote. À part effectivement l'alimentation, une hygiène de vie, le sommeil, l'équilibre de vie, etc. L'hydratation. Et puis prévenir en fait toute maladie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que d'un point de vue santé, par exemple, je parle de l'immunité, on sait que certains médicaments vont impacter le microbiote. Mais je parlais du cercle vicieux. Si mon microbiote est déséquilibré, je peux avoir des risques de dépression ou d'anxiété, etc. Et donc prendre des médicaments contre la dépression qui vont ensuite continuer à déséquilibrer mon microbiote. Mais si on anticipe et qu'on prévient justement et qu'on est conscient de cet impact-là, bien entretenir son microbiote pour éviter des troubles neuropsychiatriques, si possible, mais il y a la génétique qui rentre en compte toujours. C'est vraiment, c'est quelque chose vraiment à faire attention. Et puis, et booster mon système immunitaire, donc faire en sorte qu'aussi mon système immunitaire soit fort pour que j'ai pas à prendre des antibiotiques, des médicaments anti-inflammatoires parce que j'ai de l'acidose, j'ai mon corps qui est trop en acidose et donc qui est plus sujet à faire de l'inflammation, etc., etc. Si on fait globalement attention à sa santé sur tous les plans, pas d'inflammation, faire attention à mon immunité, etc., par exemple, ça empêche qu'on prenne des médicaments qui pourraient avoir un impact aussi sur notre microbiote. Autre information que j'apprends avec vous, c'est que le microbiote, quand il est considérablement impacté, déréglé, engendre des maladies autres que physiques. Tout à fait. Des maladies psychologiques. Tout à fait, oui. On a de nombreuses études qui vont faire le lien entre
un déséquilibre du microbiote ou un état du microbiote avec telle bactérie en excès ou telle bactérie bactérie spécifique en carence, sur de la dépression, anxiété, mais aussi TDAH et aussi autisme. Incroyable, oui, ça. Mais comment on pousse pas plus l'analyse? Alors, ceux qui vont aller creuser, c'est les patients eux-mêmes, en fait. Ou les enfants, encore faut-il le savoir. Les parents d'enfants autistes, eux, ils se renseignent, en fait, parce que les gens sont tellement désemparés de pas avoir de réponse en face. Oui, enfin, là, pour les enfants autistes, mais TDAH ou éventuellement, dépression, ne serait-ce qu'une dépression ou l'anxiété. Ouais. Donc, il peut y avoir un lien entre l'anxiété et un dérèglement Tout à fait. Et donc, la personne, elle peut ne pas avoir de raison d'être en dépression, bien sûr. On va dire dans son histoire personnelle, mais en fait, c'est son microbiote qui est déréglé et qui fait dysfonctionner le système nerveux. En fait. Donc, à partir du moment où vous avez fait le lien entre cette dépression, le dérèglement du microbiote, comment on rééquilibre, à part le fait d'avoir une hygiène de vie et toute la lourdeur, tous les trucs qu'on entend en longueur de journée. Voilà. Fallait manger 5 fruits et légumes, faites 30 minutes de sport par jour. Alors, ceci dit, c'est quand même important de le préciser parce que finalement, ça paraît tout bête comme ça, mais est-ce qu'au quotidien, on le fait vraiment? Non, mais bien sûr. Et même moi, la première, je veux dire, je suis pas parfaite, j'ai du stress. Vous faites du surf, donc ça va. Ouais, alors j'aimerais bien en faire plus. Oh là là, me faites pas culpabiliser. Mais bon, je suis sujette au stress. J'ai une pathologie aussi qui est liée au stress et au microbiote d'ailleurs. Donc vous avez fait analyser pour savoir si c'était votre microbiote. Et c'est bien ça? J'ai analysé mon microbiote et j'ai travaillé dessus. Je l'ai montré à ma gastro qui était très ouverte. J'ai la chance d'être tombée sur une gastro-entérologue ouverte et qui était très intéressée par toutes ces recherches que je fais et mes protocoles parce que j'ai mes propres protocoles. Mais oui, donc donc sur le dérèglement de votre microbiote, vous qu'est-ce que vous avez mis en place derrière pour réguler la chose? Donc en dehors de l'alimentation où ça effectivement faut être conscient et le faire au quotidien, c'est des compléments alimentaires en fait. Ça c'est mes outils. Parce que j'ai bien conscience que, et même moi la première, moi j'aime le sucre aussi comme tout le monde, donc. C'est sûr. Donc, mais par contre, chacun va faire l'effort comme il peut. Certes, pour certains, c'est facile de manger des légumes parce qu'ils sont habitués depuis petit, et puis pour d'autres, c'est une réforme alimentaire qui peut être plus compliquée. Mais ça veut pas dire que elle est condamnée à le temps qu'elle arrive à changer son alimentation, avoir son microbiote déséquilibré. On a des outils qui permettent justement. Alors on connaît les probiotiques, mais les probiotiques ça va induire un changement transitoire en fait. En fait, on a chacun nos propres individus et nos individus qui peuvent disparaître si on les nourrit pas. Ils nous sont propres. Notre voisin va pas avoir les mêmes individus. Donc, quand on donne des probiotiques, on donne des familles qui ressemblent à nos individus, qui sont de la même famille, mais ce sont pas nos individus. Et donc, on va les nourrir avec des prébiotiques. Ça, ce sont nos outils principaux pour vraiment nourrir nos propres bactéries. Et une fois qu'on a rééquilibré, le temps qu'on met en place le changement alimentaire qui va bien, on a quand même la possibilité de modifier, en tout cas de rééquilibrer notre microbiote en nourrissant justement nos propres bonnes bactéries, nos propres bifidos, nos propres lactos, avec des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est de la nourriture universelle pour toutes les bactéries en fait. Alors y compris les mauvaises entre guillemets. Donc on va choisir. Il y a des études pour chaque type de prébiotique et on en a des dizaines. Celle-là va plutôt nourrir telle bactérie ou inhiber telle autre. Et en fonction de la situation de la personne, on va plutôt lui proposer des amidons résistants, des galactoligosaccharides, de l'inuline ou des choses comme ça. Voilà. Les outils, le temps que la personne change son alimentation, qui lui permettra de nourrir ensuite sur le temps et la durée et pérenniser ce microbiote qui sera rééquilibré, on l'espère. Et qui peut être rééquilibré en combien de temps? Ça va dépendre évidemment, chaque cas est unique évidemment. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut espérer quoi? Moi, des contrôles, je peux faire des contrôles d'analyse du microbiote pour voir comment ça a évolué. Je conseille de pas les faire en deçà de 6 mois. Voilà. Donc en 6 mois, on peut déjà voir la différence. On peut avoir un bon shift, un bon changement. Un bon changement, dans l'état du microbiote, tout à fait. L'acidité, et ça fait partie des problématiques digestives, pour le coup.
Alors il y a plusieurs acidités. Oui. Il y a l'acidité gastrique. Ouais. Si j'en ai pas assez, ça va perturber ma digestion et potentiellement perturber mon microbiote. Et puis, au niveau fécal, on a aussi une acidité. On a le pH fécal a son équilibre aussi acido-basique, on va dire, et un pH qui serait trop élevé pourrait permettre justement à certaines bactéries, certaines protéobactéries, de se développer. Elles adorent les pH plutôt alcalins. Et en fait, un pH élevé, souvent, c'est qu'on n'a pas suffisamment de bactéries qui vont produire de l'acide lactique, des acides, par exemple. Les lactobacilles, c'est des bacilles qui produisent de l'acide lactique. Donc, ça veut dire que c'est un microbiote, finalement, qui n'est pas bien enrichi en flore de fermentation, qui, elles, grâce aux acides gras aussi qu'elles produisent, vont permettre d'abaisser le pH fécal pour empêcher justement les bactéries qui ne supportent pas en fait un certain taux d'acidité du pH fécal de se développer. Voilà. Mais ça, on a le cas sur la peau, le pH de la peau, le pH buccal, le pH vaginal. On a ces problématiques-là aussi. Évidemment, les gens qui nous regardent vont tout de suite se poser la question. Et la première, j'imagine, mettez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais la première, c'est de se dire je veux avoir mon analyse de microbiote. C'est sûr. Bah oui, on est curieux de savoir. Alors j'ai envie de dire même plus particulièrement les personnes qui ont des antécédents familiaux de maladies comme Alzheimer, Parkinson, etc., où on sait qu'il y a un lien. Alors donnez Alzheimer, Parkinson, les autres par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait causer un lien de dérèglement? L'endométriose. Voilà. Mais sur la partie sur la partie microbiote et génétique, c'est les maladies neurodégénératives, c'est des maladies qui font peur quand même. Donc quand on sait qu'on en a eu dans la famille, voilà, on est ou même des cancers, certains cancers, cancer colorectal par exemple, il y a une bonne proportion de génétique en fait aussi. Donc oui, ces personnes-là, moi je serais curieuse effectivement de savoir si déjà génétiquement j'ai des prédispositions. Pour Alzheimer, on peut savoir ça. Et puis si mon microbiote, parce que il y a la génétique et il y a l'épigénétique. La génétique, c'est ce qui a marqué dans mes gènes, et l'épigénétique, c'est qu'est-ce que, je peux faire, c'est quel environnement peut favoriser l'expression de ces gènes, en fait. Et donc, si je fais mon microbiote, déjà, j'agis d'un point de vue épigénétique sur un facteur environnemental majeur qui est le développement de l'inflammation, etc., etc. Mais du coup, on peut passer par vous pour demander un... Alors, moi, j'oriente vers les laboratoires avec lesquels je travaille, ceux que je peux vraiment bien interpréter parce que j'ai des données le plus brutes possible. Mais après, derrière, effectivement, une fois que la personne, et si elle a déjà fait l'analyse avec les laboratoires que je conseille, elle vient me voir et puis je lui raconte son histoire de son microbiote. Et j'ai pas compris comment le laboratoire procède pour faire l'analyse. C'est un prélèvement de sel. Donc en fait, la personne... Et puis d'ailleurs, il y a un laboratoire aux États-Unis avec lequel je travaille. Comme c'est du prélèvement ADN en fait, il y a un stabilisateur qui permet le prélèvement, même s'il doit être envoyé aux États-Unis, il peut faire le tour de la Terre. Pendant des mois et des mois, ça reste stable en fait, la partie ADN. Et donc, le laboratoire, on commande au laboratoire le kit. Le laboratoire nous l'envoie, le flacon. On fait notre prélèvement, donc c'est un prélèvement de sel. Et puis pas besoin d'une grande quantité, vraiment la taille d'un petit pois. Et puis on secoue bien pour le stabilisateur. Et puis on renvoie par la poste, en courrier classique. Et on a les résultats sous 3 semaines, c'est assez rapide en fait. Voilà. Et ça, ils le font déjà pour le fameux test dont je vous parlais, de l'analyse... Oui, tout à fait. Je sais plus comment ils appellent ça, pour le cancer. Tout à fait. Mais on va pas chercher les mêmes informations. Donc c'est pas les mêmes outils d'analyse. Ça. Et là, c'est le même principe, quoi. C'est le même principe en termes de prélèvement. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Donc une alimentation saine suffit toujours à rééquilibrer son microbiote, vrai ou faux? Faux. Ouais. Parce que, comme je disais. Donc c'est pas que ça. C'est pas que ça. On a vu, il fallait l'hygiène de vie, pas prendre trop de médicaments. Et puis quand je dis médicaments, j'y inclus la pilule. Alors combien de femmes prennent la pilule pendant des années, et puis ça va avoir un impact sur le foie notamment. Et donc le foie, on a vu qu'il jouait un rôle quand même, pas que sur la fonction digestive, mais donc et puis certaines personnes vont se dire moi j'ai du syndrome prémenstruel, donc tous les mois je prends un ibuprofène ou je prends du paracétamol tous les mois depuis des années. Donc là, ça va forcément avoir un impact
Donc sur le foie déjà, qui doit pas être en super état, et puis le microbiote. Donc et les anti-inflammatoires, c'est pareil, les sportifs, ils ont l'habitude de prendre des anti-inflammatoires et même par voie cutanée en fait. Donc ça va avoir un impact aussi. Tous les suppléments de probiotiques se valent. Faux. Comme on a vu, les souches sont étudiées. Donc en fait, je vais pas avoir besoin de la même souche si mon problème c'est plutôt un problème du système nerveux, voilà, d'anxiété, que si c'est un problème de diarrhée chronique suite à de l'antibiothérapie. Chaque souche, et je dis bien souche, on peut pas généraliser à l'espèce. C'est vraiment la souche qui est étudiée et pour lesquelles on a eu donc une étude scientifique qui confirme son effet sur tel ou tel dérèglement, déséquilibre ou pathologie. Donc ça, faut faire attention à ça. Et on le sait pas parce qu'il y a énormément d'études et il y a énormément de produits. Donc certains, ça peut être effectivement des produits plutôt marketing. Donc moi, j'ai tendance à utiliser principalement, et je le dis aux laboratoires avec lesquels je travaille, qui produisent des probiotiques, qui me proposent des probiotiques, des formules commerciales. Moi, je travaille essentiellement sur des publications. Donc si c'est telle souche spécifique, c'est la même famille, mais c'est pas la souche spécifique identifiée. Bon, je vais moins utiliser ce produit-là. Mais j'utilise quand même de moins en moins de probiotiques, dans certains cas, mais ça va être surtout les prébiotiques. Ouais. Redites-nous la différence entre les prébiotiques et probiotiques. Alors, les probiotiques, ce sont en termes commerciaux, dans les produits commerciaux, ce sont des bactéries vivantes, en fait, qu'on va pouvoir utiliser pour rééquilibrer, en tout cas avoir un impact transitoire sur notre microbiote et soulager certains symptômes, etc., quels qu'ils soient. Les prébiotiques, ce sont des fibres fermentées cibles qui vont pouvoir être métabolisées par les bactéries. C'est l'alimentation de la bactérie pour se développer, en fait, pour évoluer, pour grandir au sein de ça se prend aussi sous forme de médicaments, de gélules, de compléments de poudre, de gélules, tout à fait. Ouais. Même si on va pouvoir les trouver dans l'alimentation, mais elles sont sous une forme beaucoup plus facilement Mais ça veut donc dire qu'il y a des gens qui prennent des probiotiques alors qu'ils devraient prendre des prébiotiques ? Dans certains cas, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Parce que moi, je n'entends parler que de probiotiques. Tout à fait. J'ai jamais entendu parler de prébiotiques. Et en fait, ces personnes-là, souvent, quand elles vont arrêter, elles vont être bien ou soulagées lors de la prise, pendant la prise. Mais une fois qu'elles l'arrêtent, les symptômes reviennent. Ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que elles prennent, et puis à un moment donné, ça fait plus effet. Parce qu'en fait, on n'a pas travaillé vraiment sur la racine, en fait, la cause du problème. Le corps s'est habitué aussi. Le corps s'est habitué, et puis que ça correspond plus, en fait, à ses besoins, en fait, au niveau du microbiote. Et c'est pour ça qu'on entend aussi, et j'embrasse la personne qui se reconnaîtra en écoutant cette émission, il faut faire des petites cures de probiotiques, c'est très bien. Alors, ça peut être intéressant si on n'a pas des grosses pathologies, mais sur des grosses pathologies, ça suffira pas. Il faut vraiment aller dans le dur du sujet et comprendre déjà dans quel état est le microbiote, chercher à le rééquilibrer, et aussi, on a vu que le microbiote, il se déséquilibre pas tout seul comme ça. Oui. Alors, entre guillemets, il y a une exception qui concerne quand même 20% de la population. Donc, une personne sur 5, c'est encore d'ordre génétique. Mais sinon, il faut faire un travail de fond, en fait, sur ce microbiote. Voilà. C'est pas que faire des cures de probiotiques comme ça de temps en temps. Il faut bien prendre conscience que un microbiote, en fonction de son état, ça peut mettre du temps à se rééquilibrer pour qu'il ait vraiment qu'il pose plus de problèmes, en fait. L'analyse du microbiote est prise en charge ? Non. Puisque c'est pas reconnu encore pour l'instant par le milieu médical. Ça le sera. Je sais pas si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, mais ça le sera, en fait, parce que il y a encore beaucoup d'errance médicale dans toutes les spécialités. Le médecin, s'il veut aider son patient et s'il veut guérir son patient et qu'il identifie comme ce professeur hématologue qu'en fait c'est un problème de microbiote, à un moment donné, il va y aller. C'est sûr. Il va y aller, forcément. C'est sûr. Comment vous définissez, vous, alors vous êtes, on dit quoi dans votre... Naturopathe, experte microbiote. En anglais, c'est microbiome analyst. Voilà, analyste du microbiote. Spécialiste des troubles digestifs. Mais bon, encore une fois,
les troubles digestifs, enfin le microbiote ne se cantonne pas qu'aux troubles digestifs. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, bien sûr. Experte microbiote. Oui. Ouais. Et pourquoi vous en êtes arrivé là? Alors vraiment, pourquoi par cet hasard. angle spécifique de l'accompagnement? Par hasard. Alors vraiment, quand on débute en tant que naturopathe, en général, on prend du tout venant. Sauf si on a été soi-même confronté à un type de pathologie, et souvent on va s'orienter vers, on va se spécialiser sur ce qu'on a connu nous-mêmes, surtout si on a été aidé par la naturopathie. Mais moi, en fait, à part les allergies, et encore, j'avais pas fait de naturopathie pour me sortir des allergies, j'avais plutôt utilisé l'homéopathie. Donc en fait, quand j'ai fini ma formation de naturopathe, tout m'intéressait. Autant les troubles digestifs que les troubles hormonaux, que les femmes, que les sportifs. À l'époque, je faisais beaucoup de sport, donc je faisais du surf, donc ça m'intéressait. Que le jeûne, donc je prenais du tout venant, quel que soit. Et puis un jour, j'ai une personne qui a des troubles digestifs, et donc je lui propose un protocole, changement alimentaire, réforme, etc. Et puis quelques compléments alimentaires, et elle revient me voir très rapidement, enfin peut-être dans les 3 semaines, 1 mois. Ah, je vais super bien, je vous envoie toute ma famille. Et donc je me suis dit, les troubles digestifs, c'est facile. C'est facile. Bon allez, ça marche. Bon, j'ai des bons outils, ça a l'air de fonctionner. Allez, je vais me spécialiser sur les troubles digestifs. Et là, donc on entendait déjà parler de la candidose, du microbiote, donc et là je me dis oui, la candidose, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Allez, je vais m'orienter là-dedans. Et ensuite, je mets le doigt sur microbiote, et alors là, c'est l'univers, quoi. Et il y a ça, et il y a ça. Tel lien. Et là, je me suis dit, oh là là, il y a trop de choses à faire. C'est trop important. Enfin, là, j'ai découvert l'importance du microbiote globalement, en fait, sur la santé et le bien-être, en fait, physique et psychique. Et là, ça a été, c'est vraiment la passion. Jusqu'à présent. C'est extraordinaire et vraiment on n'imagine pas. Il faut quand même une base de travail pour que vous puissiez ensuite analyser et décliner tout ce que vous avez à prescrire, en tout cas pas de prescription, mais à accompagner, à conseiller. Mais la base, c'est l'analyse. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Mais là, tout le monde va vous dire moi, on a envie de savoir dans quel état... Surtout qu'on entend de plus en plus parler de l'importance du microbiote. Donc ça paraît comme ça mystérieux. Quand on fait son analyse du microbiote, tout d'un coup, ça devient plus concret, quoi. Ah, bien sûr. Et c'est vrai que... Et même pour une personne qui, visiblement, n'a pas ces troubles-là. Oui, tout à fait. Si tout va bien, on devrait faire... Pour la prévention, tout à fait. Pour la prévention. Pour anticiper les choses. Exactement. Et d'optimiser, en fait. On fait d'optimisation comme on ferait une prise de sang pour voir si... Bien sûr. Est-ce que je me sens pas particulièrement fatiguée, mais je vais anticiper. Mais on fait bien une prise de sang pour voir si on est en carence de vitamines. C'est ça, exactement. C'est le même principe. On pourrait faire la même chose. Exactement, pour juste optimiser. Si j'optimise, je diminue en fait les risques qu'à un moment donné, ça bascule dans le pathologique, en fait. Bon, pour terminer. Oui. Ah, c'est magnifique. C'est trop beau. Bon, à part les couleurs, c'est quoi ces bêtes? Alors là, déjà, on voit la diversité. Et encore, là, on en voit que quelques-unes. Mais en fait, on voit la diversité dans les formes. Parce que ça, on arrive quand même à voir, en fait, avec des microscopes électroniques. Mais ça fait vraiment bestiole comme ça, avec genre 1000 pattes? Avec des petites queues, des petites... Alors, il y a des petites queues qui peuvent être inflammatoires, très inflammatoires. Sur les pathogéniques, par exemple, là, on voit vibro choléra. Bon, c'est peut-être pas, ça correspond peut-être pas forcément à la vraie, le vrai état des bactéries. C'est schématisé. C'est juste pour dire qu'en fait, chaque bactérie, chaque micro-organisme va avoir sa forme et sa fonction. En fait, donc on a, là on voit les bifidos d'un côté, les lactos, c'est celles qu'on connaît dans les probiotiques, donc qui ont plutôt des fonctions bénéfiques, mais encore, même si on a des bactéries qu'on identifie comme des bactéries d'intérêt, on ne veut pas non plus en avoir en excès. Il y a une bactérie qui s'appelle Akkermansia mucinifila, par exemple. On a identifié, on a corrélé le manque de cette bactérie à des pathologies métaboliques comme l'obésité, le diabète, etc. Donc si les personnes manquent de cette bactérie et qu'elles ont ces pathologies-là, ça va favoriser en fait ces pathologies. Mais en même temps, on ne veut pas d'excès d'Akkermansia parce que c'est plutôt corrélé à de l'inflammation. Donc là, on voit les bactéries. Alors Escherichia coli, c'est une bactérie qu'on va trouver de manière normale, mais si
on l'a en excès, ouais. alors à ce moment-là, c'est là qu'elle devient pathogène. Et il y en a d'autres, elles sont pathogènes de base. Shigella, c'est de la même famille, on a vu, hein, c'est de la même famille qu'Escherichia coli, mais par contre, ça, c'est la forme Escherichia coli pathogène qui va créer justement des maladies. Salmonella pour la salmonellose, par exemple. Et puis après, il y a des opportunistes. Candida aussi. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et le candidat, voilà, qu'on voit là en opportuniste. Ouais. Opportuniste, ça veut dire, ils sont là, c'est normal qu'ils soient là. Shigella, Salmonella, on n'en veut pas, hein, ils sont pas censés être dans notre microbiote. Mais Klebsiella, Candida, par exemple, ouais. C'est normal qu'on Staphylococcus aureus, Staphylocoque doré, on l'a sur la peau, tout le monde l'a dans le nez, sur la peau. C'est juste qu'on veut pas que ça se développe en quantité trop importante. Et là, si ça se développe en quantité trop importante, c'est un opportuniste. Il va prendre la place qui manque s'il manque des bonnes bactéries, il va se développer et il va créer des symptômes, des pathologies. Graves. Potentiellement graves. Potentiellement graves, ouais. Absolument. C'est fascinant. Je ne sais pas si c'est vos années de scout qui vous ont... C'est vous qui avez marqué. Ouais. Hein. Scout de 5 à 12 ans. Je me suis dit, tiens... ça vous a peut-être donné l'idée de faire ce que vous faites aujourd'hui, je sais pas. Non, c'est le scoutisme, c'est le lien à la nature. Ouais, très oui, ouais. j'imagine. Creuser ses toilettes dans la oui, forêt. Bien sûr. Et c'est pour ça que vous êtes bien dans le sud-ouest là-bas maintenant et que vous êtes voilà. Tout à fait. Plus dans la nature effectivement que dans un endroit aseptisé en ville où on a tendance à plutôt. Et votre santé? Alors, ça. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, donc ils vont l'être. À moins que vous vouliez pas. Non, mais c'est toujours. On me pose la question. Souvent, on me dit, pourquoi. Pourquoi tu t'es spécialisé dans le microbiote, t'as une maladie et tout ça, machin. Je dis non. Et en fait, j'ai été diagnostiquée un jour de rectocolite hémorragique. Alors c'est une période où j'étais beaucoup stressée, donc moi aussi, j'ai du stress. J'identifie les raisons pour lesquelles moi aussi je peux développer des pathologies. Et j'ai eu affaire à vraiment par hasard. La gastro-entérologue, je l'ai choisie vraiment par hasard. Et en fait, il y a des traitements très spécifiques pour ce genre de pathologie, qui est censée être une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc je connais très bien puisque j'accompagnais déjà des personnes avec ces pathologies-là. Et donc je connaissais les traitements, des médicaments anti-inflammatoires pour les intestins. Et en fait, j'ai proposé à la gastro-entérologue, j'ai imposé à la gastro-entérologue mon protocole. Elle m'a dit pas de souci. Et effectivement, je suis allée la revoir un mois après. Tout était réglé. Elle m'a dit si ça marche pour vous, continuez. Je lui ai fait part du fait que j'allais faire mon analyse du microbiote pour voir aussi, je l'avais pas encore fait, donc c'était l'occasion. Et elle m'a dit je suis intéressée pour avoir voir ce que vous allez trouver, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de creuser encore plus cette pathologie en fait. À chaque fois que j'ai un cas un peu compliqué, moi ça me permet je lis beaucoup en fait. C'est comme ça que je me suis auto-formée au départ, et puis après j'ai trouvé quelques formations. On va dire un peu plus des formations académiques, mais sinon l'auto-formation c'était lire des études, lire des études. Avant je faisais déjà de l'analyse du microbiote, mais j'avais pas forcément toute la théorie et toutes les informations. Tout le recul nécessaire. Exactement. Que vous avez aujourd'hui, bien entendu. Donc je voyais qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu déséquilibrées. Et puis vous avez des études de cas pour le coup. Et après j'ai eu des études de cas, donc à force, donc il y avait ça d'abord, et ensuite j'ai étayé tout ça, tout ce que j'observais. Par toute la littérature scientifique sur le sujet, mais c'est vraiment c'est énorme. C'est un des domaines, comme la nutrition, c'est un des domaines qui a explosé ces 20 dernières années en termes d'études. Mais quand vous parlez effectivement, et on va terminer là-dessus, mais quand vous parlez de toutes les pathologies neurologiques, psychiatriques, vous avez évoqué neurodégénératives, l'autisme, Alzheimer, l'anxiété, la dépression, les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Si déjà, au travers d'un examen comme vous le préconisez, l'analyse du microbiote, on peut avoir des informations, des indices aussi, oui, incroyables. Allons-y, quoi. Parce que ça nous fait encore une marge d'action. Mais bien sûr. Parce que si avant l'analyse du microbiote, on n'a plus grand-chose. Combien ça vaut de faire une analyse du microbiote ? Alors ça s'est beaucoup démocratisé. Quand c'est sorti il y a une dizaine d'années, je pense qu'on était dans les 800 euros à l'époque. Oh, c'est cher. Et puis là maintenant, les prix baissent de plus en plus et on peut avoir des réductions et on est entre 200 maximum jusqu'à 130 euros, 130 euros. Et donc le jour J où vous avez vos résultats,
on garde ça combien de temps? C'est-à-dire qu'avant d'en refaire un autre, est-ce qu'il peut y avoir une évolution? Est-ce qu'il peut y avoir un changement? Puisqu'on agit dessus. Une fois qu'on a les résultats, on agit dessus. Donc, si on du coup, voit il faudrait faire ça tous les ans? Alors, on pourrait le faire tous les ans, mais là, quand on est vraiment en phase de troubles handicapants au quotidien, enfin de symptômes, on va faire un contrôle à 6 mois pour voir où est-ce que ça en est, même s'il n'y a plus de symptômes. Bien sûr. Pour voir s'il y a encore de l'amélioration, encore de l'optimisation possible, en fait. Voilà. Mais sinon, alors, je disais, il y a un cas génétique, c'est quand même 1 personne sur 5, où en fait elles vont avoir une configuration, un polymorphisme génétique qui vont faire qu'en fait leur microbiote va être un peu défavorisé parce qu'il y a un mucus qui permet, c'est comme un substrat qui recouvre la barrière intestinale, la muqueuse intestinale, et dans lequel les bactéries, et nos bonnes bactéries particulièrement, vont se développer, vont se nourrir, etc. Et ces personnes qui ont ce polymorphisme génétique défavorable, c'est le FUT2 non sécréteur, et tout ça c'est les études encore qui nous ont permis d'identifier ça, elles vont avoir une qualité de mucus dégradée, mais ça c'est à vie. Donc il y a effectivement 20% de la population où qui même ne peut si pas être traité. On peut les traiter, mais ça dure pas forcément. C'est plus facilement déséquilibré, quoi. Mais ça ne veut pas dire que ça va engendrer des forcément. Problématiques graves. Pas forcément. C'est la génétique. C'est pas forcément. C'est passionnant. Très. Je peux comprendre que ce soit comme ça énergivore chez vous, parce que pour le coup, je ne fais que ça. Je dors, je mange, je lis. Vous devez les voir se balader la nuit en rêve. Dans la ça se balade un petit peu partout. C'est quand même effrayant. Ils ont quand même une sale gueule quand même. Non, je trouve pas. Vous le trouvez c'est beau? Mignon. Savoir que vous avez la salmonella qui se balade comme ça. Ouais, faut pas penser à ça. Faut penser aux bonnes bactéries. Ouais. Bon. Merci comme beaucoup. les animaux. Je remets l'ouvrage de Nadia ici. Et si c'était une candidose, c'est aux éditions Le Duc. Les 5 étapes pour se soigner en rééquilibrant sa flore au naturel. Merci infiniment. Merci Marc. Passionnant. Et ça donne envie de se dire, mais attends, même si tout va bien, faisons le test, quoi. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Nadia, le site internet évidemment, et puis écoutez, bon surf, parce que. Merci. Faut quand même savoir que 80% du temps de Nadia, c'est sur les vagues. J'aimerais bien. Merci beaucoup Nadia. Merci Marc. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, on en a besoin, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de réactions incontestablement. On se retrouve très vite pour un prochain portrait et une nouvelle rencontre sur ABC.